Ok, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Donc c'est la dernière table ronde de la journée. S'en suivra une conclusion avec Jérôme Leroy, donc président de la Ferme Digitale. Merci de votre présence. J'espère que vous avez passé déjà un agréable moment aujourd'hui à la rencontre de l'écosystème d'innovation de la Ferme Digitale. Donc pour conclure cette journée, on va aborder un sujet qui nous est cher à tous et je pense également à vous au regard de votre présence, qui est l'innovation dans l'agriculture, donc régénératrice. C'est un terme qui finalement est apparu assez récemment et qui pour autant n'est pas si récent que cela. On va revenir un petit peu sur un cadrage de la définition de l'agriculture régénératrice. Et on va faire le lien également entre l'innovation, donc la symbiose entre l'innovation et le vivant. Je pense que pour ceux qui étaient là ce matin, on a abordé le sujet avec Florian Delmas, qui était le président d'Andros, ainsi que Julien de Normandie, ancien ministre délégué, enfin ministre de l'Agriculture. On a abordé le sujet qui est, on passe d'une ère finalement assez productiviste avec un couple machine-chimie à une nouvelle ère désormais qui est une symbiose aussi avec une intensité sur la connaissance et la data, mais également sur l'agronomie et le vivant. Et donc c'est justement cette sorte de synthèse aujourd'hui qu'on va réaliser à travers cette table ronde. Donc pour animer cette table ronde aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir donc Claire Petit, qui est Régénérative Agriculture chez Mars, Régénératrice Agriculture Lead, pardon, chez Mars. Sébastien Roumégou, qui est fondateur et président de Biosphère, ainsi que Christophe Zollner, j'avais peur d'écorcher ton nom, excuse-moi, qui est directeur du développement chez Maizy Farm. Alors déjà, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit retour sur, déjà tout simplement, vous présenter. On va honneur aux dames. Commencer par Claire. Donc je te laisse te présenter, parce que finalement, c'est aussi un titre, un job title qui est à la fois évocateur et qui mérite quelques explications, ainsi que peut-être une présentation de ton entreprise, Marche, qui est très connue aujourd'hui, mais qui mérite aussi quelques explications. À toi l'honneur. Merci. Ça marche ? Ça fonctionne, je l'entends bien. Okay, en tout cas, vous l'entendez bien ? Allez, oui, parfait. Nickel. Bonjour, du coup, je m'appelle Claire Petit. Je suis effectivement Régénérative Agriculture Lead chez Mars. Ça veut un peu tout et rien dire. Ça fait 2 ans que je suis chez Mars et j'ai eu un job similaire chez Danone dans la division Baby Food. Et du coup, aujourd'hui, mon rôle, c'est d'accompagner notre filière, nos chaînes de valeur à la transition agricole, globalement. Du coup, pour la division Pet Care en Europe, du coup pour tout ce qui est nutrition animale, pour les animaux de compagnie. Mars, qui est le groupe Mars, la barre chocolat Mars, ça appartient à Mars. Je sais que ça me paraît évident, il y a beaucoup de gens qui font « Ah ouais, c'est vrai ». C'est un groupe familial, donc c'est la famille Mars qui possède toute l'entreprise, 100% de l'entreprise, qui est un gros groupe agroalimentaire américain qui fait 50 milliards. Donc c'est quand même pas donné pour un groupe familial d'être aussi gros et qui a un énorme impact du coup. Et aujourd'hui, Mars Pet Care a Mars, je suis désolée, c'est la fin de journée, je suis un petit peu fatiguée. Mars a 3 divisions, donc Mars Wrigley qui fait toute la confiserie, donc les Mars, les Twix, les M&M's, j'en passe. Il y a Mars Food qui fait toute la partie épicerie, les marques comme Uncle Ben's, les sauces Suzy One. Et Mars Pet Care, du coup, qui va comprendre Royal Canin, qui est une société un petit peu à part, et après les autres marques comme Pédigré, César, Shiba. Si vous avez des animaux de compagnie, je suis sûre que vous êtes au courant de tout ça. Mars s'est engagé il y a très longtemps déjà dans la sustainability. Les fondateurs n'existent plus, mais en tout cas, la famille est très engagée sur ces sujets. Et du coup, ça fait une bonne dizaine d'années que les différents segments se sont engagés avec des initiatives différentes. Sur Mars Wrigley, ça a été beaucoup sur le cacao, sur la menthe. Le food a beaucoup fait le riz. Nous, chez Mars Pet Care, c'est un peu plus récent, mais on s'attaque aussi à nos filières végétales et animales. Et il y a 2 ans, en fait, l'entreprise a pris un vrai tournant sur la transition, a décidé d'accélérer, parce que déjà on avait des objectifs 2025, 2030 qui arrivent, donc il faut que ça bouge, et parce qu'on a jugé aussi qu'on avait suffisamment de finances, de technologies, tout ce qu'il faut pour avancer, mettre à l'échelle et arrêter les pilotes, tout en se basant évidemment sur une approche de plus en plus scientifique, basée sur la donnée réelle. Merci Claire. Sébastien, je te laisse te présenter, ainsi que Biosphère. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis ravi d'être ici et finalement je suis ravi. C'est la première année en tant que membre de la Ferme Digitale.
dont j'ai vécu la naissance, puisqu'il y a quelques années, j'ai monté une start-up dans la tech qui n'a pas eu le succès escompté, mais je suis ravi de voir l'ampleur qu'a pris finalement la ferme digitale qui est importante dans l'écosystème français. Donc, je suis Sébastien Romégous, donc fondateur de Biosphère, qui est une entreprise qui vise à développer l'agriculture régénératrice à large échelle dans le monde entier. Aujourd'hui, on travaille dans une vingtaine de pays sur à peu près 100 000 hectares, à peu près sur toutes les filières. Donc les céréales, on va en parler aujourd'hui, mais également sur l'arboriculture, fruits à pépins, fruits à coque ou fruits à noyaux dans plusieurs pays, l'élevage et pas mal de plantes à parfum et médicinales pour la cosmétique. Voilà, et puis bien évidemment la vigne qu'on travaille énormément. Donc l'idée de cette entreprise, moi je suis fils d'agriculteur et en fait j'ai vu qu'il y avait des soucis en fait d'impact environnementaux assez tôt sur l'exploitation agricole, puisque on a été très bon, ma famille, dans la révolution verte. 2005, virage vers la bio parce que le marché était plus là. Et c'était intéressant, j'ai vu beaucoup de changements et je me suis dit tiens, ces transitions, ces phases de transition, il faudrait pouvoir les opérer à large échelle parce qu'elles sont bénéfiques pour l'environnement au sens large. Et donc j'ai souhaité monter Biosphère après un ensemble d'entreprises dans l'agronomie en 2020 pour répondre notamment aux besoins des grands groupes qui ont des besoins particuliers en termes de reporting, qui sont souvent sur de larges échelles, sur plusieurs territoires. Et donc il faut pouvoir adresser des projets parfois complexes sur l'ensemble de ces territoires avec un reporting sur l'efficacité et la performance de ce que l'on met en place chez les agriculteurs qui soit, on va dire, vérifié, validé. Et donc, c'est un peu cette aventure-là qu'on va vous narrer aujourd'hui à trois voix. Mais c'était vraiment le propos de Biosphère, de pouvoir mesurer l'impact environnemental de l'agriculture durable, qu'on appelle régénératrice aujourd'hui, je vais le définir tout à l'heure, au sein de filières à large échelle. Et je suis très heureux de voir que ma conviction que c'était le secteur privé qui allait faire bouger les lignes s'est avérée vraie, parce que depuis que le secteur privé a pris en main la question, on a des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'hectares qui partent dans ce type de système de production. C'est pas encore parfait, mais par contre la volonté est là et je trouve l'efficacité est là aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui l'entreprise fait de la formation, de l'accompagnement technique pour les agriculteurs, de la formation pour les agriculteurs et les techniciens et de la R&D et de l'expérimentation pour mettre en place des nouvelles références techniques. Si on en a, on les prend, on les passe à l'échelle. Si on n'en a pas, on les définit sur site avec les agriculteurs qui sont les acteurs essentiels et fondamentaux et à respecter de cette transition. Nous sommes des vecteurs, des médiateurs, mais celui qui fait, c'est l'agriculteur et on doit respecter son action et puis son vécu qui est complètement différent entre la Pologne, la France, l'Inde. Donc voilà, c'est important de s'adapter et de respecter aussi les deux pieds sur terre. Les deux pieds sur terre. Et Christophe, donc toi, tu es directeur du développement de Maizy Farm. Est-ce que tu peux rappeler donc qui est Maizy Farm, quelles sont tes missions, quels sont tes clients aujourd'hui et quel rôle finalement tu vois émerger dans la tech, l'interopérabilité des data, etc. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Christophe Zollner, je suis responsable commercial de Maizy Farm. Maizy Farm, c'est une entreprise qui a été fondée par François Thierrard, donc qui n'a pas pu être là aujourd'hui, donc en 2017. On développe des solutions logicielles pour accompagner le monde agroalimentaire dans la transition agroécologique. Notre particularité, c'est qu'en fait, on a un focus à la fois sur l'agriculture de précision, qui est notre ADN initial, donc vraiment tout ce qui va être la gestion de la data, l'interopérabilité avec les data au niveau des fermes, et un focus sur des outils de MRV, dont on va parler beaucoup aujourd'hui. MRV, ça veut dire en bon français Measure, Report, Verify. On peut aussi dire mesurer, reporter, vérifier. Et ce qui fait vraiment de nous des experts de la donnée des exploitations agricoles. Ok, très bien. MRV. C'est bon, ça parle à tout le monde maintenant. Après cette rapide présentation, donc merci. On va revenir avec Sébastien justement sur le terme de l'agriculture régénératrice. Déjà, j'ai une première question pour toi. Quelle différence fais-tu entre l'agriculture régénératrice et l'agroécologie ? Un terme plutôt implanté en France, depuis l'arrivée de Stéphane Le Foll, on va dire, surtout durant son mandat, où on a beaucoup parlé politique agricole et agroécologie. Ouais. Quelle différence fais-tu entre ces deux termes ? Alors, je pourrais faire de la poésie en vous expliquant toutes les grandes différences entre agroécologie et agriculture régénératrice. Malheureusement, pour moi, alors pour certains puristes, il y en a, mais pour moi, il n'y en a pas. On va rechercher
à aligner les systèmes de production avec le fonctionnement naturel d'un écosystème. Finalement, un écosystème, c'est comme un être vivant. Et souvent, pour qu'un être vivant se porte bien, il faut lui permettre de s'épanouir dans ses fonctions premières. Donc on va dire que les fonctions vitales d'un écosystème, c'est le cycle du carbone, le cycle de l'eau, le cycle des nutriments, le cycle du vivant au sens large. Et donc il faut pouvoir faire en sorte que les pratiques agricoles qui nous permettent de produire des denrées alimentaires qui nous sont essentielles ne rompent pas ces cycles. Et donc c'est un peu une sorte d'ingénierie écologique. Finalement, l'agronomie, ça porte bien son nom. Quand je dis souvent auprès des agriculteurs, je ne leur dis pas que je fais de l'agriculture régénératrice, je dis on va faire de la bonne agronomie sans compromis, et ça, ils comprennent. Et donc, c'est vraiment se relier à tous ces cycles, on aura le temps d'en parler, pour pouvoir restaurer les fonctions qui permettent à un écosystème de se régénérer seul. Et c'est pour ça que j'aime bien le terme agriculture régénératrice, qui vient des États-Unis. Et ils sont toujours meilleurs que nous en branding, les États-Unis, en communication. Et donc, ils ont parlé du produit fini. Nous, on a parlé de l'agroécologie, le comment. Mais eux, ils ont parlé du pourquoi, l'agriculture régénératrice, c'est-à-dire la capacité de l'agriculture à se mettre en cohérence avec les fonctions vitales de l'écosystème pour régénérer les sols en premier et puis régénérer finalement l'ensemble des grands cycles. Donc, c'est l'objectif. Ça ne veut pas dire qu'on le réalise à 100% et parfaitement partout, mais ça veut dire ce que ça veut dire. On est là pour produire et régénérer et respecter les cycles naturels de l'écosystème. Et ça, quel que soit le nom, demain, on donne cette définition à l'agriculture de la 4e dimension, vous verrez la baseline de biosphère, ça sera l'agriculture de la 4e dimension. Donc la question, c'est que les mots ne sont pas très intéressants. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a derrière les mots. Et je pense que quand on dit agriculture même durable, on devrait viser ce que vise l'agriculture régénératrice, et pas simplement l'économie d'intrants, comme les pesticides ou les engrais, qui sont un objectif, mais qui ne sont pas une fin en soi. Alors c'est un régénératif qui est très environnemental et climatique d'une certaine manière. Est-ce que tu intègres aussi le régénératif social et économique ? Il y a un enjeu aujourd'hui, il y a un enjeu de modèle économique sur les exploitations agricoles, qu'elles soient françaises ou européennes, il y a un enjeu de renouvellement des générations. Est-ce que selon ton prisme, aussi formation conseil, il y a aussi cette dimension très économique ? Tu semblais dire tout à l'heure, on fait de l'agronomie sans compromis. J'ai l'impression aussi que bien que certains évoquent le fait qu'il y a quand même aussi une baisse de rendement et un coût à la transition, tu sembles prendre un petit pas de côté, en tout cas, qui est de dire qu'au contraire, la transition agricole aujourd'hui peut être aussi meilleure source de productivité et d'économics derrière pour des exploitations agricoles. Oui, tout à fait. Alors, le volet social, on va l'aborder complètement différemment si on travaille en pays du Sud comme en Inde, ou en pays du Nord, comme en Pologne, ou en France, ou en Italie. Alors, au risque de choquer un peu, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire la transition avec ou malgré les humains. Entre guillemets, on l'a tous vu au Covid, les humains disparaissent et la nature s'épanouit. Donc, l'humain n'est pas du tout un facteur indispensable à l'épanouissement de la nature. C'est pour ça qu'on a deux concepts en écologie, qui est le land sharing ou le land sparing, c'est-à-dire en gros, est-ce que l'humain peut vivre en harmonie avec la nature, c'est-à-dire l'humain et la nature ensemble et ça fonctionne, ou est-ce que je sors les humains, le land sparing, c'est-à-dire je sanctuarise des espaces pour qu'ils se régénèrent et pour qu'ils puissent fonctionner. Donc l'agriculture, c'est profondément du land sharing. On va continuer à cultiver sur les surfaces. Donc à partir du moment où on a compris que la nature doit fonctionner avec un certain nombre de règles, soit on a la capacité à venir construire avec l'agriculteur une nouvelle forme d'agriculture, et nous, c'est ce qu'on souhaite. Donc le volet social en pays du Nord, c'est respecter la façon dont fonctionne l'agriculteur, travailler avec lui pour établir les nouveaux systèmes de production, et en même temps, eux-mêmes demandent un peu de directivité des fois, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire pour parvenir à la régénération de mon milieu. Et souvent, on arrive à des équations technico-économiques intéressantes parce que la régénération en céréales, par exemple, on va en parler, c'est diminuer le travail de sol qui est des fois excessif. Donc quand je diminue le travail de sol, je diminue ma consommation de gasoil, l'usure de mes outils, et donc je fais des économies de charges de mécanisation qui peuvent être très importantes sur une exploitation agricole, notamment en pays de l'Est, avec des exploitations qui font entre 400 et hectares et plus. Je vais aussi travailler les couverts végétaux qui viennent restituer des éléments nutritifs pour ma culture, qui viennent protéger mes sols. Je vais travailler peut-être éventuellement la rotation si elle n'est pas adaptée. Et donc je vais travailler un système qui, au global, va me permettre de faire des économies sur mon exploitation sans forcément me rajouter
autant de charges. Et ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que souvent dans ces nouveaux systèmes de production, nous c'est à peu près dans 80-85% des cas, on gagne du temps de travail et de l'argent dès la mise en place de ces systèmes-là, puisque les premiers niveaux de régénération, on n'a pas forcément besoin d'aller investir dans beaucoup de machines, on essaie de le faire à parc matériel équivalent. Et donc, la question fondamentale, c'est comment on travaille avec les agriculteurs pour intégrer cette composante faisabilité du travail, praticité de travail, économie de temps de travail, et également revenus, qui sont pour nous les deux composantes essentielles en pays du Nord. Voilà, on sera en pays du Sud, où il y a des infrastructures à mettre en place, on réagirait différemment. Donc les deux composantes qu'on travaille, c'est celle-ci, parce que c'est celle qui nous semble le plus important. L'agriculteur achète du temps de travail et de l'argent, et si derrière on arrive à faire de l'écologie, tout le monde est gagnant. Et aujourd'hui, force est de constater qu'avec la cherté de l'énergie et du prix des intrants, les équations sont souvent positives. C'est pas vrai dans les années 70, mais en 2024, c'est le cas. Alors justement, on parle beaucoup d'agriculture régénératrice, mais il nous a semblé aussi important aujourd'hui de vous proposer une table ronde qui soit un peu plus technique sur le sujet, un peu plus pédagogique. Je trouve que, en tout cas, à la fois en tant qu'entrepreneur et citoyen, on manque de pédagogie et on va dire d'éléments très pragmatiques et factuels sur le sujet. Il y a beaucoup d'émotions autour de l'agriculture. Il y a un devoir de pédagogie et d'éducation aussi auprès des consommateurs. Et donc, on a souhaité aussi aujourd'hui travailler sur quelque chose qui soit assez compréhensible, et on a voulu l'imager aussi avec Romain, Sébastien Roumégou. Donc je te laisse dérouler parce que c'est toi qui as ces petites images qui sont assez révélatrices de l'agriculture régénératrice. Donc tu appuies sur le vert pour défiler en avant et sur le rouge si tu veux revenir en arrière. Ok. Bon, je vais faire ça rapidement pour pas non plus monopoliser le temps de parole, mais c'est vrai que c'était important de bien comprendre l'effet d'un système de culture sur les composantes environnementales. Parce que c'est comme ça qu'on va mesurer l'impact et c'est comme ça qu'on va avoir un impact réel. Ici, vous avez deux champs qui sont côte à côte. Un en agriculture régénératrice à droite et un qui est en agriculture dite conventionnelle à gauche. On voit qu'à gauche, on a de l'érosion diffuse, on a l'eau qui s'infiltre mal et on a un sol qui a été glacé en surface. C'est les phénomènes de battance que certains d'entre vous connaissent. C'est-à-dire que le sol se croûte en surface et donc se dégrade finalement et limite l'infiltration de l'eau. À droite, on a un sol qui fonctionne bien et on a un sol qui a des résidus, vous voyez, de culture en surface, qui est le couvert végétal qui a été détruit avant l'implantation du blé. On a zéro travail de sol et on a une infiltration qui est très bonne. Pourquoi ? Parce que finalement, dans le champ de droite, on est venu améliorer la composante biologique de ce sol. On a jusqu'à 10 fois plus de vers de terre, on a jusqu'à 3 à 4 fois plus de biomasse microbienne. Et donc, ce sont ces êtres vivants qui travaillent pour nous, mais en consommant quoi ? De la biomasse végétale, notamment au travers de couverts végétaux, qui a nourri cette faune au fil des années, c'est-à-dire que ça ne se fait pas d'une année sur l'autre. L'agriculteur de gauche n'aura pas ce résultat l'année prochaine, quand bien même il adopte toutes les pratiques de l'agriculteur de droite, mais ça permet de pouvoir travailler finalement autour de la biologie, et c'est bien la biologie qui nous permet derrière d'avoir un système résilient. Donc là, vous avez un sol qui fonctionne très bien, multiperforé par les lombriques, et qui va infiltrer, quand bien même il n'a pas reçu aucun travail de sol avant l'implantation de la culture. Pourquoi ? Parce qu'on a une activité biologique active qui travaille pour nous 24 heures sur 24. Ici, vous avez l'effet d'un sol qui fonctionne, un sol vivant. Un sol vivant résiste à l'eau. Le vivant résiste à l'eau. Si vous et moi, on ne résistait pas à l'eau, ça serait un peu embêtant. On est fait de 70% d'eau, 80% d'eau. Donc, un sol vivant résiste à l'eau. On voit qu'il y a des sols qui résistent à l'eau et qui ne résistent pas à l'eau. Effectivement, l'agriculture régénératrice doit permettre d'avoir un effet sur la résistance à l'eau qui est forte. Quand je résiste à l'eau, je n'ai pas d'érosion, je filtre. Et donc, le sol est une cartouche Brita. Et finalement, on va filtrer l'eau et lui permettre de s'épurer. C'est le pouvoir épurateur du sol qui, vous le voyez, dans un cas, fonctionne et dans un autre cas, ne fonctionne pas. Donc, on parle de l'agriculture pour favoriser la biologie des sols, donc j'ai un impact sur la biologie et sur la biodiversité, sur l'eau, sur le carbone, parce que pour pouvoir avoir de la biodiversité, je dois les nourrir en carbone et en végétal, et donc je stocke du carbone puisque je maximise la photosynthèse à l'hectare. Et donc, finalement, qu'est-ce que l'agriculture régénératrice ? C'est assez simple, c'est récolter l'énergie du soleil plus efficacement pour pouvoir avoir un système qui tourne. Et donc ça, c'est le principe de la thermodynamique. J'accumule de l'énergie dans mon système sol via le végétal, et donc je peux avoir une activité biologique active qui me rend des services. C'est la base de l'agriculture régénératrice ou de l'agroécologie.
Et donc rapidement, vous avez des exemples ici sur diverses productions. Vous voyez que la biomasse végétale est au cœur du sujet. Ici en arboriculture. Le fameux couvert. Voilà, beaucoup de couverts végétaux. Très peu de travail aujourd'hui entre les rangs. Des fois, on voit entre les rangs en arboriculture des sols nus. On essaie de le proscrire. On a des couverts végétaux qui vont produire beaucoup de fleurs, de pollen et de nectar. Donc je favorise aussi l'ensemble de la biodiversité au-dessus du sol, en plus de nourrir le sol. Donc voilà, ce sont quelques images pour vous montrer le déploiement. Là, ici, en grande culture, où je vais semer directement dans des gros couverts végétaux. Donc cette biomasse végétale va nourrir intensément l'activité biologique des sols, par les racines, mais aussi par les résidus une fois que je les ai détruits. En viticulture, vous voyez, toujours pareil, le même principe. Je travaille l'ingénierie du végétal, le génie du végétal. Je couvre mes sols et j'utilise donc diverses plantes qui permettent d'augmenter l'énergie, la ressource alimentaire disponible dans les sols. Voilà. Et donc, encore une fois, en viticulture, avec des systèmes qui coûtent moins cher. C'est-à-dire que ce viticulteur qui, lui, est en Ardèche, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va travailler ses sols habituellement. Il doit faire 4 ou 5 passages de travail de sol. Et là, pour le coup, il a juste à écraser son couvert une fois par an. Et après, c'est bon, on roule. Voilà, donc c'est simplement pour vous montrer qu'on a quelque chose d'intéressant et que cette agriculture-là, et Claire pourra en parler, etc., est un outil pour améliorer la performance environnementale des filières. Et on s'en rend pas compte, mais tu peux revenir en arrière juste avec les visages, comme ça vous aurez également les prénoms, première slide. Mais c'est un vrai changement de paradigme, un changement culturel. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu étais fils d'agriculteur. Moi, je suis petit-fils d'agriculteur. Mon grand-père était producteur de raisins. Tout à fait. Une parcelle comme ça, à son époque, c'est une parcelle sale. C'est une parcelle sale. C'est une parcelle sale. C'est une révolution culturelle. Aujourd'hui, c'est vraiment un vrai changement culturel de paradigme et ça nécessite en effet beaucoup de pédagogie et de formation et une approche agronomique beaucoup plus pure, beaucoup plus intense aujourd'hui, qui est vertueuse, on l'a rappelé, pour l'environnement et le climat. En tous les cas, on peut faire du gagnant-gagnant. Effectivement, la distance psychologique entre le système actuel et celui-ci, bien sûr, c'est effectivement la formation qui permet de le corriger et c'est des programmes complets dont Claire pourra vous parler, mais qu'on met en œuvre justement pour pouvoir faire progresser l'humain en même temps que la technique, puisque les deux vont de pair. Et souvent, les verrous sociaux et humains sont plus importants que les verrous techniques. Bien sûr. C'est assez impressionnant. Et c'est aussi, je le dis, par rapport à notre métier. Donc, chez Mimosa, on finance des projets de transition agricole et c'est aussi une nouvelle approche du risque. Je suis aussi une confrère d'une des 3 principales banques mutualistes. C'est aussi une nouvelle approche du risque, puisque forcément, une agriculture de transition est a priori, en tout cas sur un sol qui a transitionné, est a priori moins risquée au regard de la non-érosion, de la porosité, etc. Des sols est aussi moins risquée qu'une agriculture qui n'a pas fait sa transition. Si on ne perd pas de rendement, des risques. Si on ne perd pas de rendement, des risques. Et a priori, aujourd'hui, on l'a maintes fois prouvé, et pas que nous. Donc bien évidemment, au milieu de tout ça, il y a un sujet data. Cher Christophe, est-ce que tu pourrais justement nous parler un petit peu de ta solution et en quoi la data est importante aujourd'hui pour faire évoluer ce modèle agricole? Je pense qu'on parlera de la solution quand on parlera plutôt du projet en cas Pologne. Que vous avez avec Mars. Pour faire des généralités un petit peu sur les bonnes pratiques de gestion de la donnée dans les filières agroalimentaires déjà. Bon, je pense qu'on est tous entre experts, mais il faut quand même rappeler que les filières agroalimentaires, leur particularité, c'est qu'elles sont, comme on dit, atomisées. Donc en fait, on a un très grand nombre même, d'acteurs en amont des filières. Ce qui pose des challenges importants en termes de collecte de données. Et donc tout l'enjeu, c'est de venir faciliter la collecte de ces données, la valorisation de ces données, pour justement permettre de mettre à l'échelle les programmes carbone ou d'agriculture régénératrice. Donc une bonne gestion de la donnée, elle va se raisonner à plusieurs dimensions. D'abord, dans la dimension de la filière, donc d'amont en aval, en favorisant une bonne traçabilité, probablement de la donnée. Donc là, il y a avec le Green Deal, le passeport numérique, etc., où effectivement, on va utiliser des jumeaux numériques pour faire voyager la donnée, etc. On n'y est pas, et donc en fait, on se rend compte qu'il y a des gros challenges en termes de traçabilité dans les filières agroalimentaires. Ensuite, au niveau des fermes, on va pouvoir utiliser la tech, donc des logiciels de gestion parcellaire, la connexion avec les machines agricoles, la connexion avec des bases de données du type registre parcellaire graphique, etc. Et au centre de tout ça, il y a quand même les coopératives. Les coopératives qui sont responsables, elles, de la collecte de la donnée, puisqu'elles sont en prise directe avec les agriculteurs, en tout cas pour ce qui est du modèle français.
Ensuite, il y a les agro-industriels, et on se rend compte que les agro-industriels, finalement, quand on discute avec eux, ils ont une connaissance un peu limitée, on avait dit pas de langue de bois, de ce qui se passe, des pratiques agricoles, de ce qui se passe dans les parcelles. Et pour autant, c'est quand même eux qui ont le pouvoir d'achat, et c'est quand même eux qui montent des projets d'agriculture régénératrice, notamment, et de primes pilières. Et puis derrière, il y a les retailers. Alors là, les retailers, enfin les distributeurs, ils sont dans le flou artistique. Hein, ils ne savent vraiment pas ce qui se passe dans les champs. Et en sachant que 95% de leurs émissions, c'est le scope 3. Donc c'est ce qui provient de l'amont agricole. Donc pour eux, il y a aussi un très très fort enjeu de traçabilité et d'éducation du consommateur. Le deuxième aspect, donc la première dimension au niveau de la filière, et le deuxième aspect de la gestion de la donnée, je dirais, il est spatial, enfin, du sol au plafond, hein, donc, où on va pouvoir utiliser des modèles agronomiques, notamment pour modéliser ce qui se passe dans le sol au niveau du stockage de carbone dans le sol. Je donne des exemples, hein, on va pouvoir récupérer les données des machines. Chez Maizy Farm, depuis 2017, on sait en fait se connecter avec les machines agricoles pour récupérer ce qui se passe vraiment, hein, de gérer de la donnée numérique et non pas déclarative. Et on est capable de vous dire, si le pulvé il est connecté, on peut vous dire à des pixels de 10 mètres carrés ce qui s'est passé dans la parcelle, ou récupérer la consommation de carburant. Et enfin, si on se met au plafond, il y a le satellite qui aussi permet de mettre à l'échelle comme ça des indicateurs. Donc on voit qu'il y a beaucoup de types de données différentes, et je crois que la clé de voûte de tout ça, c'est vraiment l'interopérabilité et le fait de pouvoir faire discuter ensemble tous ces systèmes. Et ça doit être permis par des plateformes ouvertes comme Maizy Farm, par exemple, tout en évidemment respectant la RGPD ou des chartes comme Data Agri. Donc ça, c'était un peu pour poser, on va dire, les grandes bases des bonnes pratiques de la gestion de la donnée dans les filières agroalimentaires. Merci Christophe. Donc justement, pour rendre les choses très concrètes, on va parler d'un cas que vous avez construit ensemble, qui mélange finalement à la fois la le savoir, hein, conseil, diagnostic, accompagnement, mais également un donneur d'ordre, groupe agroalimentaire qui souhaite s'engager justement dans la transition de ces filières d'approvisionnement, avec le cas Mars en Pologne, donc qui vise à promouvoir et à accompagner la transition de vos agriculteurs partenaires sur la partie pet care, me semble-t-il. Claire, justement, la première question, elle est pour toi. Quels furent les constats qui a motivé le groupe Mars de s'engager et quels sont les enjeux derrière cette transition selon toi? Le premier constat, il est très très simple. Mars s'est engagé, comme plein d'autres entreprises, à diminuer son empreinte carbone. Et comme beaucoup d'autres entreprises agroalimentaires, le scope 3, comme Christophe vient de le dire, c'est quand même le principal scope d'émission. Donc on a regardé ce qu'on pouvait faire sur nos ingrédients de matières premières, où est-ce qu'on avait nos sourcings principaux, notre plus grosse footprint, etc. La Pologne a été effectivement un des pays clés avec la culture de blé. Et en fait, on avait le désir de passer à l'échelle tout de suite. Les pilotes, on en a fait beaucoup de gens en font, ou en ont fait en tout cas. Aujourd'hui, on avait la puissance budgétaire et toute la technologie, tout le savoir, tout le réseau, merci Sébastien, pour y aller fort en fait. Donc on a décidé avec un de nos fournisseurs principaux, un trader de matières premières, d'aller couvrir l'ensemble de ces volumes en Pologne, ce qui représente en blé à peu près 4000 hectares. Sébastien, n'hésite pas à compléter si je me trompe. Le donneur d'ordre, c'est peut-être plutôt Sébastien, en fait, finalement. Et en fait, on part aussi tout le temps d'un constat local. On s'adapte localement. On ne va pas dire ce qu'il faut faire, comme tu l'as dit. On s'adapte aux agriculteurs. On a constaté déjà que les pratiques n'étaient pas très avancées en termes de régénération et qu'il y aurait besoin d'un gros soutien technique pour les accompagner. C'est là où j'ai contacté Sébastien, que je connais depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Je connais sa force de persuasion et ses compétences en agroécologie. Je lui fais un petit peu sa pub quand même au passage. Pour monter un programme en Pologne ensemble, avec encore une fois le but d'être... j'ai les mots en anglais parfois qui me viennent, mais d'avoir du sens, vraiment scientifiquement, agronomiquement, mais également d'être rapide à l'échelle et économique viable.
pour les agriculteurs et pour Mars aussi, évidemment. Même si on est une grosse entreprise agroalimentaire qui pèse lourd, on a quand même des contraintes budgétaires, des PNL et tout ça à faire. Donc il faut garder ça en tête. Donc on avait tous volé vraiment support technique. Après, on a aussi besoin, pour notre footprint, d'avoir la data, comme je l'ai dit au début, vraiment de la donnée qui ne soit pas de la donnée globale des World Bank... des données accessibles, on veut la donner sur notre supply chain, notre chaîne de valeur. Et c'est là aujourd'hui où Sébastien nous a mis aussi en contact avec MyEasyFarm en fait, pour aller collecter toute cette donnée. Et nous, le but, c'est pas de rajouter des journées de travail par semaine à l'agriculteur pour qu'il aille tout remplir dans un fichier Excel, mais que ce soit rapidement, encore une fois, mis à l'échelle, et pour l'agriculteur, et pour nous, que nous, on ait un petit dashboard facile à lire, pour des gens qui connaissent rien en interne aussi. Et aujourd'hui, c'était vraiment concilier en fait l'amont, l'aval et toutes les données et pouvoir les traduire à chaque étape de la supply chain. Et après, le tout dernier pilier, donc il y a la partie vraiment soutien des agriculteurs d'un point de vue technique, la partie data, et il y a toute la partie aussi quand même financière sur les primes filières, on peut appeler. Et là, aujourd'hui, c'est notre fournisseur qui fait l'intermédiaire et qui va aller financer les agriculteurs. On s'est mis ensemble d'accord sur des pratiques à l'hectare, en fait. Voilà. Et c'est un mécanisme qui nous a été aussi, on a discuté avec Biosphère, évidemment, pour le mettre en place, histoire d'être sûr que ce ne soit pas juste décidé par nous derrière notre bureau avec une connaissance limitée, comme tu l'as si bien dit, Christophe, de notre chaîne de valeur. Il est maladroit. Je parlais pas pour Marc. Oui, bien sûr. C'est de toute manière tout à fait vrai. C'est quelque chose aussi que ces projets nous apprennent en fait à connaître mieux notre chaîne de valeur, à être beaucoup plus proche des agriculteurs qu'on ne l'était. Et même si on a toujours nos fournisseurs entre les deux, ça nous permet quand même d'avoir un lien d'avoir un lien en fait tout simplement qu'on n'avait pas avant avec les agriculteurs. Et aujourd'hui, on met en place des mécanismes financiers qui ont but d'évoluer, qu'on met en place. En tout cas, on s'est mis d'accord sur 1 ou 2 années d'abord, et après, suivant l'évolution des agriculteurs, ça va être encore une fois conseillé par Biosphère dans quelle direction on va aller. C'est eux qui ont le vrai contact et la vraie connaissance terrain pour adapter, encore une fois, que ce programme soit le plus pertinent pour les agriculteurs et qui serve toujours nos intérêts, évidemment, au business à Mars. Pas de langue de bois, on avait dit. Ouais. Justement, juste pour préciser, donc prime filière, c'est vraiment un premium prix d'achat pour les agriculteurs, pour leur permettre justement économiquement aussi d'accompagner cette transition. C'est ça, en plus du soutien technique qu'on va financer, on va effectivement mettre un premium aux agriculteurs pour les accompagner dans la transition. Justement, Sébastien, est-ce que tu peux nous présenter, et je te laisserai rajouter aussi ce que tu veux évoquer, mais quels sont les facteurs clés de succès, les ingrédients, l'architecture générale de ce programme avec le groupe Mars ? Alors, est-ce que également, si tu l'as, pour que ça parle à tout le monde, les hectares, le nombre d'agriculteurs que cela représente ? Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser. Alors, finalement, au-delà effectivement du programme Mars, il y a des ingrédients à mettre en place pour pouvoir opérer la transition. Déjà, moi, ce que je trouve très positif dans ce programme, c'est qu'effectivement, on a un prix premium à l'hectare pour les agriculteurs, basé sur un certain nombre de pratiques, et basé aussi sur un certain nombre de pratiques qui sont réalistes par rapport à la façon dont les agriculteurs vont pouvoir se mouvoir. C'est-à-dire que le calibrage du prix premium à l'agriculteur doit être fait sur la base de choses réalistes et donc sur l'existant des pratiques. Et comme tu l'as très bien dit, quand on a débarqué en Pologne, et donc c'est 4000 hectares de blé, mais au total c'est quasiment 17 000 hectares d'assolement. Et donc nous on travaille à l'échelle du système, on ne travaille pas à l'échelle d'une culture. Donc quand on va chez un agriculteur, même si Mars va sourcer 400 hectares de blé chez lui, s'il en a 1000, eh ben on va faire l'audit sur les 1000 et on va lui faire un conseil global sur l'ensemble de la rotation. On n'y reviendra peut-être pas, mais d'où l'importance aussi de connecter les différents acheteurs pour sourcer du blé, du colza, de l'orge chez le même agriculteur et qu'ils puissent avoir le maximum d'intérêt d'aller en agrégé. Et donc, l'ingrédient premier d'un programme, je pense, c'est un bon audit de l'ensemble des agriculteurs. Donc là, on a une trentaine d'agriculteurs qui couvrent 17 000 hectares. Quelle est leur situation et quel est leur besoin ? Et quand on passe en Pologne, on s'aperçoit qu'il y a excès de travail de sol, trop de mécanisation, trop de charges de mécanisation à l'hectare par rapport aux cultures et au rendement escompté. Ça ne servait pas à grand-chose de travailler autant ces sols. Surutilisation de l'azote, surutilisation des produits phytosanitaires, bref, c'est un peu la totale, quoi. Donc, on doit aller vers des choses qui vont nous permettre d'impacter
parce que c'est ça finalement qu'achète Mars, hein, c'est un impact mesuré, tracé avec la technologie donc de Maizy Farm. On a créé un produit commun qui s'appelle Maizy Sphere qui permet de traquer le volet agriculture régénératrice. Et donc c'est de se dire, bon, je veux impacter le bilan carbone, je vais travailler sur les engrais, la mécanisation. Je veux impacter la biodiversité, je vais travailler sur le rôle des matières organiques et les couverts végétaux et la rotation. Je veux impacter l'eau, je vais travailler sur la réduction de travail de sol, la couverture des sols. Et il faut que les agriculteurs comprennent ce lien. C'est-à-dire que personne ne bouge s'il ne comprend pas le pourquoi. On ne peut pas arriver chez quelqu'un et lui dire tu vas faire ABCD. Donc l'idée c'est de travailler de concert avec les agriculteurs, de faire des audits individuels, de la formation qui permet de s'aligner et d'avoir finalement un dialogue commun, d'avoir une langue commune. Parce que vous arrivez devant 30 agriculteurs, vous dites vers de terre, et puis il y en a un, c'est un truc pour partir à la pêche, l'autre, c'est quelque chose de très important pour l'agronomie, l'autre, il n'y a jamais vraiment pensé, il y a juste les mouettes qui sont en train de les manger quand il laboure. Et donc, au final, la question, c'est comment on voit les choses finalement par le même spectre, avec le même langage, pour pouvoir travailler ensemble autour de ces itinéraires techniques innovants. Et donc, on a fait ces processus-là au démarrage, et c'est très important de le soigner. Et maintenant que le programme est en déploiement, autre ingrédient du succès, bon audit, bon pronostic, bonne feuille de route. Et après, c'est le déploiement de la feuille de route qui doit être avec plusieurs composants, formation et ateliers technico-économiques, accompagnement technique individuel et de groupe au travers de tours de plaine, et de l'expérimentation pour aller un pas plus loin dans les itinéraires techniques. Aujourd'hui, en Pologne, par exemple, sur, on va dire, au sens large, les céréales, on va travailler sur de l'agriculture de conservation, travail très simplifié du sol ou semi-direct, et pour les cultures de printemps, parce que ce qui est intéressant, c'est que quand bien même on travaille sur le blé avec Mars, Mars finance des essais, pas forcément que sur le blé, parce qu'il y a une compréhension qu'on travaille sur un système. Donc on va travailler sur les cultures de printemps, par exemple, pour développer le strip-till, le travail juste dans la ligne de semis pour les agriculteurs les plus avancés. Et donc ce travail global qui permet de passer d'une étape A à une étape B est très important. Et donc on a généré des itinéraires techniques candidats construits avec les agriculteurs. Et donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne veuillent pas y aller, puisque c'est la convergence de notre vision de scientifiques et de techniciens avec leur vision très terroir, collé au terrain par rapport à ce qu'ils font, même si nos équipes polonaises connaissent le terrain polonais. Mais cette convergence permet de pouvoir créer une trajectoire commune. Donc voilà à peu près les ingrédients. Donc vous voyez, c'est très ingénierie sociale aussi. Hein. C'est du dialogue, c'est de la mise en relation, c'est du respect. On n'arrive pas chez les gens en leur disant tu fais ABCD. Et après, on s'adapte au terrain. Et donc après, il y a une aventure aussi d'aller chercher les ressources. Voilà. Où sont les semoirs adaptés, etc. Mais le premier niveau d'agriculture régénératrice, c'est surtout retirer les excès. Et donc finalement, ça fait gagner de l'argent à tout le monde. Le deuxième niveau, et c'est là où l'incentive, il y a 2 niveaux d'incentive. Hein, donc si on veut gagner le maximum d'argent avec la prime filière, il faut aller au maximum de l'itinéraire. Et là, il y a une forme d'évolution du parc matériel qu'on opère. Mais il y a bien 2 niveaux. Un niveau facile et un niveau plus complexe. Et nous, on accompagne sur ces 2 niveaux, tracé grâce à l'outil qu'on a mis en place et qui permet d'avoir évidemment un dashboard où on vient agréger toutes les données des agriculteurs en temps réel pour prouver l'impact. Et donc il y a des mesures d'impact. Je viens faire des mesures d'analyse de sol, etc. Donc des trucs très concrets, hein, des indicateurs de type outcome et des indicateurs de type pratique, où là on récupère l'itinéraire de l'agriculteur et on sort des indicateurs comme la couverture des sols et des choses comme ça. Donc on vient mixer aussi, ça c'est autre ingrédient important, des indicateurs de type résultat, j'ai mesuré quelque chose, tu as vraiment avancé, et des indicateurs de type pratique, tu as mis en place un certain nombre de mesures qui permettent d'arriver au résultat, et on travaille ensemble autour de ces indicateurs qui sont doubles. Voilà, pratique, résultat. Tu disais quelque chose justement très intéressant avant de faire le lien avec Christophe, mais c'est que la première démarche de transition, c'est avant tout de réduire les excès. Et justement, au détour de conversation qu'on a pu avoir ensemble, il y avait aussi une capacité d'adaptation aux machines déjà en place et aux excès déjà en place d'une certaine manière qui permettait justement, par la diminution des excès, de gagner aussi en rentabilité et en climat et en environnement, en biodiversité au sens large. Et puis les gains, nous aujourd'hui dans ce qu'on mesure, ça peut aller de moins 5 à moins 30% de charge selon le point de départ. Ouais. Et surtout le temps de travail. Entre moins 10 et moins 40% de temps de travail à l'hectare des fois. Donc quand on a 300 hectares, on gagne de suite 600 heures, 500 heures de travail. C'est énorme. Donc c'est là où il faut travailler, je pense. Et il faut arrêter de dire que l'agroécologie ou l'agriculture régénératrice est chère. Avec les bons itinéraires techniques, on peut rapidement gagner de l'argent à court terme. On n'est pas obligé d'attendre 10 ans.
Alors Christophe, justement, le lien est tout fait suite à l'échange avec Sébastien. Est-ce que tu peux nous rappeler donc, le rôle de Maizy Farm dans ce setup à 3 en lien donc, avec le projet de Mars? Nous, on est un peu le troisième larron de l'histoire. Tout part vraiment du partenariat avec Biosphère qu'on a noué depuis le début de l'année, en fait, avec un partenariat très fort et un outil donc, que dont tu as déjà parlé, qui s'appelle MaizySphere. Merci aux marketeurs. Qui en fait est la contraction de Maizy Farm et de Biosphère, vous l'avez compris, mais ça symbolise bien, je dirais, ce que c'est que cet outil, qui est donc l'apport finalement de Biosphère en termes de conseils et aussi de gestion de projet et d'architecture des projets d'agriculture régénératrice, et de Maizy Farm en termes de data et de MRV. Et donc, Mars, en fait, c'est un peu un cas d'usage de MaizySphere. Et ils avaient besoin donc, d'un logiciel de suivi de projet et de reporting qui soit efficace, transparent, technique, mais pas trop. Et je crois que c'est ce qu'on a fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je dis toujours qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne peut pas mesurer. Ça paraît évident. Donc, en fait, il y a 3 aspects. D'abord, l'aspect de collecte de données. Donc là, on est dans une V1 qui va être amenée à s'améliorer, à s'automatiser et à amener plus de valeur même aux exploitants in fine. Donc on est vraiment dans de la saisie de données et de l'automatisation, notamment la création du parcellaire. On a intégré le registre parcellaire polonais pour créer les exploitations plus facilement. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire la saisie de données d'un côté des indicateurs de Biosphère, mais de l'autre, d'autres modèles, notamment ici on utilise dans le projet, je crois que j'ai le droit de le dire, le Cool Farm Tool qui est un modèle donc, de calcul carbone, d'émissions, mais aussi de stockage de carbone dans le sol, donc des modèles qu'on fait tourner, ainsi que d'autres indicateurs dont tu as déjà parlé, la biodiversité, l'eau, des indicateurs économiques. Et après, au-delà une fois qu'on a calculé les indicateurs, tout simplement, on va proposer des tableaux de reporting avec un module de BI en fait, assez avancé, dans lequel l'agriculteur va pouvoir se comparer avec ses pairs, et on va pouvoir faire une exploration assez fine de la donnée pour favoriser une gestion de projet collaborative aussi, puisque finalement il y a un accès pour le technicien, enfin pour l'agriculteur déjà, pour le technicien, mais également pour toutes les parties prenantes internes ou externes. Donc voilà, nous on est vraiment l'architecture logicielle, en fin de compte. Je dirais que ceux qui font vraiment le boulot, c'est les techniciens de Biosphère sur place, qui vont et les agriculteurs surtout en fait. Comment pas les oublier? Et architecture interopérable, justement. Il n'y a pas de dépendance. Il y a l'interopérabilité systématique. C'est ça, exactement. Claire, toi qui as eu aussi un passé chez Danone, je te sais assez engagé sur les sujets de transition historiquement. Selon toi, est-ce que ce setup A3 est quelque chose de réplicable à l'échelle dans tous les groupes agroalimentaires? Alors peut-être avec d'autres biosphères ou d'autres Maizy Farm et d'autres Mars, mais selon toi, est-ce un setup qui est justement très réplicable et à l'échelle des enjeux? Alors, je ne peux pas parler pour tous les groupes agroalimentaires. Je pense que ça dépend énormément de la manière dont le sourcing est structuré, évidemment. Mais de manière générale, je dirais que oui. C'est assez facile. Au final, c'est un service et une technologie qui est top. J'avoue que je ne vais pas avoir une réponse très élaborée, en fait, parce que la réponse est juste oui, c'est assez simple. Bien sûr, et pourtant. Ça parle de soi. Et après, évidemment, c'est la capacité des partenaires à s'adapter aussi au contexte local. Si aujourd'hui, Biosphère n'avait pas été capable de construire une équipe locale en Pologne, ça n'aurait pas marché, clairement. Donc c'est aussi la capacité des acteurs à s'adapter sur le terrain. Au niveau de la data, j'avoue que j'ai un petit peu moins de connaissances sur l'adaptabilité dans le terrain. Mais en tout cas, ça va être...
le côté de My Easy Farm qui peut Nous, on a choisi par exemple le Cool Farm Tool pour utiliser la partie réduction carbone. C'était quelque chose avec lequel vous ne travailliez pas avant. Donc vous avez été capable de l'intégrer facilement dans votre modèle. Et ça aussi, c'est quelque chose qui permet en fait de pouvoir être réplicable. C'est la flexibilité, la rapidité et la force de puissance de frappe qui font que ça va être assez facile pour les autres entreprises, enfin en tout cas de mettre à l'échelle dans n'importe quel groupe. Pourtant, il y a quand même des freins, quelquefois même un peu des freins de standard. Hein. On en parlait aussi avec Sébastien, où chaque groupe a aussi ses propres dogmes par rapport au sujet, ses propres cahiers des charges, ses propres conseils aussi, qui soient internes et externes. Et il y a peut-être aussi un besoin de standardisation et de se mettre d'accord sur ce qu'est la vision plurifilière de la transition agricole. Justement, ça me permet de faire le lien aussi vers peut-être la dernière question que je vous poserai. Les enjeux sont colossaux aujourd'hui. Qu'est-ce qui permettrait d'aller plus vite dans la transition? Est-ce un sujet de conseil? Est-ce un sujet de financement finalement et de prime filière à l'échelle, de responsabilisation? Est-ce un sujet de technologie? Qu'est-ce qui permettrait d'aller beaucoup plus loin et plus vite? Moi, je pense que c'est un sujet de partage de la valeur. Beaucoup. Aujourd'hui, on dit souvent que c'est les agriculteurs qui portent le coup. Aujourd'hui, il y a des entreprises comme la nôtre qui vont supporter l'agriculteur. Par contre, par exemple, on n'a pas toujours nos fournisseurs qui viennent aussi soutenir financièrement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est assez hétéroclite la manière dont les projets sont construits, qui paye. C'est souvent sur un parti, en général. Et je pense qu'aujourd'hui, ça irait plus vite. Et on pourrait aller plus vite, plus loin, plus rapidement, si on partageait un peu mieux la valeur, en tout cas au sein des gens qui ont aussi de la valeur à partager, évidemment. Et je dis ça parce que je sais que Mars, avec ses 50 milliards, fait rêver. On en reste tout moins un business, on a tous des pressions financières. C'est pas du tout les mêmes que les agriculteurs ou que des petites entreprises, loin de là. Mais c'est quand même la réalité d'une entreprise dans un système économique tel qu'est le nôtre. Et qu'aujourd'hui, quand je vais aller dire en interne qu'on paye la transition à l'échelle de la ferme, mais que nous, on récolte que les bénéfices du blé, ça peut faire tiquer quelques personnes. C'est un risque qu'on a décidé de prendre parce qu'on compte aussi sur la puissance catalysatrice, c'est bon, de Biosphère, de nous ramener d'autres entreprises pour pouvoir, on y travaille, aller acheter les bénéfices sur les autres cultures de la rotation. Mais aujourd'hui, c'est le vrai problème. C'est pas le seul, on n'est pas les seuls à le rencontrer. Je parle avec plein d'autres entreprises qui ont le même problème. On essaye de voir où est-ce qu'on peut avoir des synergies pour justement partager ces coûts. Après, mon avis, peut-être différent d'un point de vue purement technique. Je pense qu'on a toutes les données, toutes les billes, et c'est après convaincre aussi l'agriculteur des bienfaits en fait pour son système aussi. Lui, son intérêt, si on lui parle de carbone, en tout cas en Pologne, je pense que ça, ils s'en foutent un peu en fait. Donc, il faut aussi avoir le discours que Biosphère fait très bien de s'adapter à l'agriculteur et de répondre à son besoin et pas complètement au nôtre. Enfin, en tout cas, de répondre à notre besoin et au sien. Christophe, on finira par Sébastien. Sur la partie vraiment tech, je dirais tout ce qui va être bien formaté, pouvoir favoriser l'interopérabilité par des échanges de données standardisés. Ça, c'est vraiment important. Il y a aussi tout ce qui se passe autour de l'IA, qui pour moi a beaucoup de potentiel, notamment avec le traitement de l'imagerie satellite. Alors, on n'y croit pas trop pour le moment, mais bientôt on pourra... Pas sur le conseil. Ça permet de récolter les indicateurs à moindre coût et je pense que c'est un gros enjeu. Je pense que c'est là où tu veux en venir. Oui, c'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment effectivement pour pouvoir mettre à l'échelle la récolte, effectivement, la collecte d'indicateurs à grande échelle. Et pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, moi, alors pour sortir un peu de la data, enfin pas tant, mais pour moi, je crois beaucoup au projet multifilière. Je pense qu'on a beaucoup vu, on l'a vu là, il y a 3-4 mois, les agriculteurs dans la rue, sous l'eau, submergés par l'administratif. Alors si chaque filière, enfin un agriculteur, vous prenez le nord-est, ils font la betterave pour le sucre et l'alcool, la pomme de terre, le blé pour la farine et l'orge pour la brasserie et encore. Donc si chaque filière vient avec son cahier des charges, son système de données, son MRV, etc., on va s'en sortir. Donc moi je crois beaucoup au projet multifilière, ce qui permet également de mutualiser, pour revenir sur la donnée, la collecte de données, de le faire une seule fois
et également de partager les coûts de la transition en fait, hein, et donc les primes filières. Donc moi je crois beaucoup à ça. Et Sébastien, je rebondirai, pour je pense qu'on est conclure, tous les trois d'accord. en même temps. Hein Pour conclure en même temps, Sébastien, mais donc en fait, je pense qu'effectivement, les projets multifilières sont importants. On y travaille au maximum. Mais on voit on a des verrous. On a 3 verrous pour faire justement ces synergies entre acteurs. Le premier verrou, c'est est-ce qu'on a le même sourcing et les mêmes agriculteurs, hein, c'est la première étape. Deuxième verrou, c'est est-ce qu'on est d'accord pour utiliser le même cahier des charges, les mêmes critères. Ça peut être un verrou important parce que voilà, je suis marge, j'ai choisi un parti pris dans le projet, je suis le primo arrivant, donc c'est normal que mes critères priment. Et puis je suis un autre groupe ou 2 autres groupes, je veux intégrer la dynamique filière pour sourcer le colza ou le tournesol ou la betterave de l'assolement des agriculteurs, donc c'est de ces fameux 17 000 hectares, puisque finalement Mars prend 4 000 hectares sur 17. Et donc, mais j'ai déjà commencé moi à structurer ma grille de critères agriculture régénératrice. Est-ce que je consens à faire de l'interopérabilité, de l'équivalence? Et c'est là où il faut avoir une forme de flexibilité. Très sincèrement, la grille de critères communs à tout le monde, j'y crois pas. Parce qu'on est humain. Et l'humain, il veut son truc à lui. Donc, l'interopérabilité, c'est au cœur du système pour connecter les différents cahiers des charges des uns et des autres. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on traduit la donnée brute qu'on récupère sur la ferme pour les critères de Mars, pour les critères d'autres groupes qui voudraient s'y connecter par rapport à leur grille, sur laquelle ils ont capitalisé sur leur filière. Et donc avec le même jeu de données brutes, je peux alimenter plusieurs jeux de critères agro-environnementaux qui vont tous être avec un niveau on va dire de certification ou de compliance comme on dit en anglais avec la CSRD, avec le SBTI et SBTN qui sont structurants aujourd'hui à l'échelle de l'Europe, mais qui sont finalement une injonction à la méthodologie et à aller vers des indicateurs, mais qui ne dit pas voilà les indicateurs. Et ça, je vois rien qui émerge qui puisse faire foi pour tout le monde, pour toutes les entreprises à court terme. Donc ça veut dire que pour les 5 à 10 prochaines années, il faut fonctionner comme ça, il faut de l'interopérabilité. Dernier critère qui permet de fabriquer ces filières multi-acteurs, je dois être d'accord pour proposer la même prime filière. Parce que si Mars donne 50 € à l'hectare, puis que l'autre veut donner 30 ou que l'autre veut donner 90, l'agriculteur va revenir et dire c'est quoi cette affaire? Moi je veux la même prime filière pour mon tournesol que mon blé, que ci, que là. Et donc ces 3 alignements sont complexes. Le premier, ça va. Le second est plus compliqué. Alors quand on touche au porte-monnaie, parce que structurellement, Mars a un coût de revient qui est façonné de X manières pour son blé, etc. Nestlé va en avoir un autre, etc. Et donc il va falloir travailler un peu au corps ces jeux-là. On est au début de l'aventure, on voit que c'est pas simple. Donc ça, c'était pour finalement tout ce qui nous rejoint. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut travailler multifilière. Si je dois jouer sur la partie un peu connaissance et savoir, je pense que ce qui manque cruellement, c'est la méthode et la connaissance. Moi, ça fait 15 ans que je fais de la formation sur la fertilité des sols et je m'aperçois que le premier module que j'ai fait il y a 15 ans, c'est encore le module qu'on fait la plupart du temps. Donc c'est un peu agaçant. En même temps, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une très belle équipe avec des gens qui sont compétents, moi j'ai rabâché ça pendant 10 ans et là ils ont pris le relais, donc je suis très content de pas... voilà. Mais donc c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les basiques du fonctionnement du sol et de l'agronomie sont pas encore tout à fait intégrés. Et ça, je considère que c'est un peu grave. Et nous on forme à peu près 1200-1300 opérateurs par an, dont 300-400 techniciens. Et je dois quand même dire qu'en moyenne, le niveau des techniciens est moins bon que le niveau des agriculteurs. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand je suis l'intermédiaire, un peu le pharmacien ou l'encadrant qui vient donner et faire foi sur des nouveaux itinéraires techniques, il faut au moins que moi, en tant que technicien, je sois excellent sur ces domaines-là pour pouvoir accompagner l'agriculteur. Alors c'est bien parce que ça fait que Biosphère, on l'embauche beaucoup, parce qu'effectivement, il y a des manques. Mais je pense que ce serait très important d'avoir le niveau des techniciens qui soient extrêmement bien formés et la formation des agriculteurs, bien sûr. Il faut que ça continue, mais je pense qu'il nous faut ce langage commun, qu'on mette de l'importance au même endroit. Souvent, quand on dit aux agriculteurs je vais te faire gagner un point de matière organique en 7-8 ans si on travaille comme ça, ouais, bon, je m'en fous un peu, mais en fait ce point de matière organique, c'est 20 mm de stockage d'eau, c'est de l'activité biologique, c'est 40-60 unités d'azote par hectare, et donc c'est des économies, et en fait je viens
incrémenter comme ça de la valeur agronomique sur ma parcelle. Et je viens capitaliser sur le premier capital de ma ferme qui est le sol. C'est pour ça que la régénération démarre par les sols. Après, on va travailler les économies d'intrants au niveau de la plante et de l'itinéraire de culture. Et je l'espère de tout cœur, un jour, on arrivera à travailler sérieusement le volet paysage et hydrologie, qui est une clé de voûte du fonctionnement des écosystèmes. L'arbre doit retrouver sa place. C'est compliqué, ça prend de la surface, c'est cher. Et là, pour le coup, le ratio de rentabilité est vraiment dégradé. Dès que je mets 10% d'arbres sur ma parcelle, j'ai perdu 10% de surface. Mais c'est là où peut-être l'enjeu public est très important, parce que tant qu'on n'aura pas restauré la trame paysagère, qui joue sur l'hydrologie et le microclimat, on aura du mal à régénérer entièrement un écosystème. Et produire et protéger en même temps, c'est l'enjeu de notre siècle et c'est ce qu'on doit couvrir. Merci Sébastien. Est-ce que vous avez des questions dans la salle pour nos 3 intervenants? Pas de questions? Non. Si. Une question. Très bien. 2 questions. Attends, je te l'emprunte au cas où, hein, si c'est pour toi, je reviens. Merci. Je vous en prie. Bonjour et merci beaucoup pour tout ce débat, c'était hyper intéressant. J'ai 2 questions. D'abord, est-ce que les agriculteurs polonais ont été plus faciles à emmener que des agriculteurs français? Je ne sais pas s'il y a des différences de caractère. Et ma deuxième question, c'est que je viens du Nord-Pas-de-Calais et il y a eu des inondations monstres ces derniers mois. Et je me suis souvent demandé, en entendant les infos, si on pouvait attribuer une partie de ces glissements de terrain et tout ça à l'érosion des sols. Je ne sais pas si c'est documenté. Voilà. Sébastien, c'est pour toi, je pense, non? Ouais. Alors, en France, on est, je pense, et peut-être même à l'échelle mondiale ou quasi, les plus avancés malgré tout en agronomie. On a une densité d'accompagnants agricoles par agriculteur qui est démentielle par rapport à la moyenne mondiale. Et on a surtout des systèmes de subvention massifs. La France est un pays de subvention et un pays administré. On n'est pas sur un pays, on va dire libéral. Ça me fait toujours rire quand on dit la France est libérale, la politique libérale. On est sur un pays ultra administré, mais ça a ses défauts et ses qualités. Les qualités, c'est que par exemple, on a le système de formation Vivea. Donc l'agriculteur va cotiser, je sais pas, 200 balles à l'année. Par contre, derrière, il peut faire 11 jours de formation financée. Donc les agriculteurs sont très formés en France. Et on a 10-15% des agriculteurs qui sont formidables. Moi, j'adore bosser avec. Après, il y a toujours des franges d'irréductibles. Mais on va dire que, par exemple, la thématique des sols, quand j'ai commencé il y a, je sais pas, allez, on va dire une dizaine d'années, seul dans ma caisse, on me prenait pour un idiot. Aujourd'hui, ça y est, c'est rentré dans les mœurs, à tous les niveaux, les institutions, etc. Et donc, c'est très facile de travailler au niveau des sols en France, même si le niveau n'est pas encore là. Mais globalement, la thématique est là. Les coopératives, les négoces, etc. Veulent prendre ce sujet en main. En Pologne, on est très loin de ça, mais c'est pas vrai qu'en Pologne. On travaille en Espagne, on travaille en Bulgarie, on travaille en Hongrie. C'est le même topo. Il y a une méconnaissance de ces sujets. Les itinéraires techniques sont très gourmands en intrants et ils sont moins chers d'ailleurs dans ces pays-là. Donc pour le coup, voilà. Et donc on doit attaquer comme si on était dans la France des années 90 ou du début des années 2000. Mais c'est très intéressant parce que là pour le coup on va pouvoir impacter le bilan carbone positivement de façon extrêmement significative et facilement, puisqu'il y a tellement d'utilisation d'engrais qu'on peut retirer sans risque, beaucoup d'utilisation de traction qu'on peut retirer sans risque, que là on va avoir un impact majeur. Est-ce qu'ils sont plus faciles à emmener? Effectivement, ce qui était bizarre mais aussi facile en Pologne, c'est que les agriculteurs, on a fait les audits chez eux, on leur a fait une restitution d'audit pour les premiers hyper chiadés en expliquant le pourquoi du comment, parce que nous en France, si tu n'expliques pas le pourquoi du comment, le type il te sort de la ferme. Et là les Polonais nous ont dit non mais on sent que vous êtes performants, on vous fait confiance, vous nous dites ce qu'il faut faire. Et on a transformé la fiche où on expliquait le pourquoi du comment avec une fiche de préco, culture par culture, avec les points clés qu'il fallait modifier, et le mec a fait ok, pas de problème, j'y vais. Par contre, si tu te manques, tu mourras au tournant. Mais c'était intéressant comme ils ont demandé une posture descendante. Beaucoup plus qu'en France où c'est toujours, il faut discuter, dialoguer, etc. Il faut que tout se fasse dans... mais après, c'est 2 états d'esprit différents qui aboutissent à des choses différentes. Donc voilà un peu pour la question. Et la seconde, c'était ? Sur les inondations et l'érosion des sols. Ah ben c'est évident. En fait, bien sûr. Je veux dire, il y a des évidences. À un moment donné, nous par exemple dans les Monts du Lyonnais, c'est un des premiers programmes qu'on a monté il y a 8 ans avec les agriculteurs de Danone à l'époque, sur les impluviums, mais on continue ce programme, ça fait 6 ans qu'on l'a. On arrête l'érosion en 1 an.
On arrête le labour, on passe en semi-simplifié, en travaillant à 4-5 cm, 0 érosion sur les parcelles, dès la première année. Donc, quand on m'explique que l'érosion, c'est un phénomène, c'est la fatalité, ben non, l'érosion, c'est trop de travail de sol, point. Après, dire que le travail de sol, c'est le méchant absolu, bien sûr que non. Par contre, venir brasser son sol à l'extrême, ce qui fait que dès que l'eau l'imbibe, il se disperse, parce que les fonctions vivantes du sol, la colle provoquée par les bactéries, les champignons et compagnie, n'est plus là. Après, c'est pas un hasard. C'est une évidence technique, scientifique, documentée, surdocumentée, empirique, scientifique, tout ce que vous voulez. Voilà. Et d'ailleurs, ce que je vous ai montré tout à l'heure, qualité de l'eau vis-à-vis de l'itinéraire technique, typiquement, même si j'ai 4% de matière organique et que je suis en agriculture de conservation des sols depuis 10 ans, si je fais un itinéraire de travail de sol intensif et qu'il pleut, je vais avoir la même érosion que mon collègue qui est en labour depuis toujours. Et ça, c'est terrible comme constat, mais c'est la vérité. Donc après, dire qu'il faut... moi, je ne suis pas un ayatollah du non-travail, etc., même si je tends vers ça, parce que c'est l'efficacité économique et environnementale maximum qu'on peut avoir sur une exploitation. Le travail de sol, notamment le labour, c'est un outil de désherbage. Ce n'est pas un outil de structuration du sol. Les gens qui pensent que je laboure pour faire de la structure de sol, c'est juste qu'ils n'ont pas compris la fonction. Le labour, c'est du désherbage. Après, j'ai plein d'autres outils pour moins brasser mes sols et le structurer. Et la première question, c'est est-ce que j'ai besoin de brasser mes sols ? Nous, dans 50-60% des cas, on fait un diagnostic de sol, un travail superficiel à 10 cm avec un vibroculteur. Pour une céréale, ça suffit. Surtout si derrière, j'ai tout ce qu'il faut pour désherber et pour fertiliser. Donc, en bio, on a une autre posture. Mais en conventionnel, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler comme ça. Donc, oui, érosion et travail de sol sont liés. Et les gens qui le nient, je ne sais pas pourquoi ils le nient, en fait, parce que ce n'est pas une posture politique. Enfin, c'est un constat. Merci Sébastien. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être dans la salle ? Ah, très bien. On dit souvent que la première est la plus dure. C'est parti. Bonjour, une question pour Claire Petit, s'il vous plaît. Quand et comment allez-vous valoriser ce travail économiquement pour que ça soit favorable, un bénéfice économique pour Mars ? C'est une très bonne question. On ne sait pas encore. Non, déjà, on le valorise d'une certaine manière en réduisant notre empreinte carbone tous les ans. Qu'aujourd'hui, on est un peu en train de processer toutes les données et tout. C'est vraiment le projet, on a commencé il y a 1 an, donc ça reste encore très récent. On n'a eu qu'une culture, en fait, qu'une saison, pardon, pour le faire. Derrière, alors, Mars étant un groupe familial dont la famille porte le nom de famille, c'est la famille Mars, ils font quand même aussi très attention à la valorisation externe qu'ils vont faire pour éviter tout le greenwashing et tout. Qu'aujourd'hui, les process de validation des claims à l'externe sont très lourds, qu'aujourd'hui on communique rien, on valorise rien et on est plutôt dans une approche qui est d'abord on fait bien et on communique une fois qu'on a des vraies choses à communiquer. Ce qui est très louable et en même temps nos compétiteurs font pas tout ça et balancent à tout va et on a l'impression que nous on fait rien. C'est juste qu'on se protège beaucoup, peut-être un peu trop. Mais aujourd'hui va y avoir vraiment 3 types de valorisation. Une qui est via les distributeurs qui vont demander de plus en plus aussi d'avoir des produits qui répondent à des critères environnementaux. La valorisation directe sur le packaging aux consommateurs, c'est ça où on fait un peu attention parce que, encore une fois, nos agriculteurs sont dans un programme de transition. Il n'y en a aucun qui est agriculture régénératrice. Enfin, Sébastien, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y en a 1 ou 2, mais il y en a 2. Donc on ne va pas mettre sur le packaging agriculture régénératrice, sachant qu'il y a 2 agriculteurs qui ont vraiment atteint le truc. Et le 3e, ça va être sur tout ce qui va être compliance, CSRD, empreinte carbone, etc. Donc tous nos commitments publics. Allez, on peut prendre une dernière question, s'il y en a une. Il n'y en a plus. Je tiens à vous remercier tous les 3, en tout cas, pour votre présence et pour toutes ces explications. J'espère que vous repartez éclairés par le concept de l'agriculture régénératrice et également le rôle de la tech et du savoir au service de la transition des filières d'approvisionnement de grands groupes agroalimentaires comme le groupe Mars. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.